Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Aujourd'hui, mercredi 22 novembre, c'est la Sainte Cécile. Bonne fête à toutes les Céciles et nous y reviendrons en détail à la fin de cette édition. Le Parlement européen a voté en faveur de l'inclusion du nucléaire parmi les technologies vertes afin d'assurer la compétitivité et la souveraineté de l'Europe face à la Chine et aux États-Unis. Cette décision vise à défendre la production de filières décarbonées dans l'UE et fixe l'objectif de produire 40% des besoins de l'Union sur ces marchés d'ici 2030. Et à Nîmes, en raison d'une guerre de territoire entre deux quartiers de la ville, la DZ Mafia, un gang marseillais, est soupçonné de vouloir étendre son influence dans la région méditerranéenne. Cette situation a récemment entraîné la mort tragique d'un enfant de 10 ans. Les autorités ont lancé une opération d'interpellation qui a conduit à la mise en examen de près d'une trentaine d'individus. Et à propos de l'affaire judiciaire dans laquelle le sénateur Joël Guerriau est accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso, l'avocate de l'accusé affirme qu'il ignorait que la substance donnée à madame Josso était de l'ecstasy. La députée, quant à elle, affirme avoir été victime d'une tentative d'agression sexuelle. Et à propos du meurtre du jeune Thomas à Crépol, 9 personnes ont été interpellées aux environs de Toulouse, dont le principal suspect du meurtre. Une marche blanche est prévue cet après-midi à Romans-sur-Isère. Les obsèques sont prévues vendredi. Quant au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, il a promis devant les députés que, je cite, « les auteurs de ces faits seront jugés par une cour d'assises composée d'un jury populaire comme le sont tous les crimes de sang ». Et 57% des Français considèrent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité, d'après le baromètre Kantar publié par La Croix aujourd'hui. L'étude a été réalisée entre le 4 et le 8 janvier de cette année sur un échantillon de plus de 1500 personnes. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va nous parler d'un sujet peu traité jusqu'à présent. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, plongeons dans un sujet fondamental et préoccupant, la crise qui secoue les services de néonatologie en France. Car récemment, la Société française de néonatologie a lancé un cri d'alerte, révélant une hausse inquiétante de la mortalité infantile depuis 2012. Et le constat est sans appel. Les couloirs des services de réanimation néonatale sont surchargés. Les lits manquent et le personnel médical est sous pression. Par manque de place, il n'est pas rare que des bébés soient réanimés dans les couloirs. Une situation qui ne devait jamais se produire. Et des experts tirent la sonnette d'alarme, soulignant un besoin urgent de réforme et de ressources. La question n'est pas seulement médicale, elle est aussi humaine. Car le manque de personnel atteignant des sommets, certains pédiatres travaillent jusqu'à 75 heures par semaine. Voici un rapide état des lieux. Les chiffres de l'INSEE révèlent une situation préoccupante. Depuis 2012, la mortalité des nourrissons connaît une augmentation inexpliquée. En 2021, 2700 enfants de moins d'1 an sont décédés, soit 3,7 décès pour 1000 naissances. Ces statistiques mettent en lumière une réalité inquiétante qui tranche avec la position antérieure de la France, en tant que pays affichant l'une des mortalités infantiles les plus basses d'Europe, passant de la 3e position entre 1996 et 2000 à la 20e aujourd'hui. Des départements d'outre-mer comme Mayotte, la Guyane et la Guadeloupe sont particulièrement touchés, enregistrant des taux de mortalité infantile bien au-dessus de la moyenne nationale. Une étude de l'INSEE souligne également une corrélation entre le taux de mortalité infantile et la santé fragile des mères, ainsi qu'un accès moindre aux soins de santé. Les experts pointent du doigt des fermetures de lits en réanimation néonatale, des décrets de périnatalité obsolètes et inadaptés à la charge en soins réels, ainsi qu'un personnel médical surchargé. Sur les plus de 700 pédiatres néonatologistes interrogés, 80% signalent travailler au-delà de 50 heures par semaine, dont 13% dépassent les 75 heures. Près de la moitié de ces médecins reconnaissent avoir souffert de troubles du sommeil liés à leur profession, tandis que 17% ont traversé des épisodes de burn-out ou de dépression. Les implications de ces constats sont alarmantes. Dans 73% des services, au moins un poste de pédiatre néonatalogiste demeure vacant,
et dans 46% des services, 2 postes ou plus sont inoccupés. Et cette situation complexe impacte directement la qualité des soins prodigués aux nourrissons. Face à ce constat, la Société française de néonatologie tire la sonnette d'alarme et appelle à une réforme complète de l'organisation des soins critiques en néonatologie. Si certains pensent que cette hausse de la mortalité infantile est un pic ponctuel, d'autres au contraire estiment qu'il pourrait être le signe d'une crise plus profonde des soins de santé. Dans tous les cas, cette situation critique a des conséquences directes sur la santé publique. Des experts soulignent même le risque accru de maladies transmissibles et les impacts sur la santé à long terme. Car avec des fermetures de lits et des équipes médicales épuisées, la qualité des soins est compromise. Et la réduction des soins critiques en néonatologie augmente le risque de morbidité sévère et de mortalité, entraînant à son tour une chute de l'espérance de vie. Une réflexion approfondie s'impose donc au gouvernement s'il veut éviter un impact à long terme sur la santé publique, avec peut-être comme point de départ la question suivante. Comment la France, qui figure sur le podium des pays les plus dépensiers d'Europe en matière de santé, peut-elle manquer de tant de moyens? Si vous avez la réponse, dites-la nous dans les commentaires. On aimerait bien comprendre. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et on passe aux États-Unis maintenant avec plus de 40 000 heures de vidéos de sécurité de la police du Capitole lors des événements du 6 janvier 2021 qui seront rendus publics progressivement sur un site web dédié. C'est ce qu'a annoncé le président de la Chambre des représentants des États-Unis. Certains visages seront floutés et certaines images ne seront pas disponibles pour des raisons de sécurité liées à des données sensibles sur la configuration intérieure des bâtiments du Capitole. Si vous le souhaitez vous-même voir ces images, vous trouverez le lien vers l'article de The Epoch Times qui comporte lui-même un lien vers le site de diffusion des images en description de cette vidéo. En bref, un lien vers un lien. Et au Moyen-Orient maintenant, 50 otages détenus par le Hamas devraient être libérés en échange d'un cessez-le-feu de 4 jours. L'accord a été approuvé par le cabinet de guerre israélien et prévoit également la libération par Israël de 150 prisonniers palestiniens sur une liste de 300 détenus dont aucun n'a été condamné pour meurtre. Le Hamas pourrait ensuite choisir de libérer 10 otages de plus par jour, ce qui entraînerait du côté israélien une prolongation de 24 heures de la trêve. La Croix-Rouge devrait rendre visite aux otages à Gaza, évaluer leur état de santé et prodiguer les soins nécessaires. Et en Hongrie, le gouvernement veut criminaliser le financement étranger des partis politiques et accuse Bruxelles et diverses organisations de distribuer des milliards d'euros à l'opposition. Avec un texte de 22 pages destiné à préserver la souveraineté du pays, texte qui est disponible sur le site du Parlement européen, le gouvernement hongrois durcit son arsenal avant les élections municipales et celles au Parlement européen en juin 2024. Et on passe maintenant au sujet Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. Alors que la guerre fait rage au Moyen-Orient, les ministres de certains pays arabes se sont réunis à Pékin lundi. Ils appellent à un cessez-le-feu entre Israël et l'organisation terroriste Hamas. Israël reste focalisé sur les otages du Hamas. La guerre doit cesser immédiatement. Nous devons immédiatement passer à un cessez-le-feu. L'aide et les vivres doivent être autorisés à entrer tout de suite. Les ministres viennent de l'autorité palestinienne, d'Arabie Saoudite, d'Égypte et de Jordanie, ainsi que d'un pays d'Asie à majorité musulmane, l'Indonésie. Ils sont en tournée auprès de tous les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Leur objectif est d'amener les pays membres du Conseil à modifier leur position. Jusqu'à présent, certains d'entre eux se sont montrés favorables à la description par Israël de ces actions à Gaza comme étant de la légitime défense. Le conflit a commencé avec l'attaque du Hamas contre Israël il y a 7 semaines. Environ 1200 Israéliens ont été tués ce jour-là. Le Hamas a pris environ 200 otages dans la bande de Gaza. La France et d'autres pays occidentaux ont dénoncé cette attaque comme un acte de terrorisme. L'attaque a conduit Israël à bombarder la bande de Gaza. Le pays cherche à libérer les otages et à éradiquer le terrorisme du Hamas. Petit tour de table, le chef de la diplomatie chinoise a déclaré lundi que Pékin était un bon ami et un frère des pays arabes et musulmans.
Le régime chinois n'a pas encore critiqué l'attaque initiale du Hamas. Compte tenu du soutien de longue date de la Chine à la Palestine, les 5 pays musulmans ont choisi Pékin comme première étape de leur tournée. L'ambassadrice d'Israël à Pékin a réagi à la demande de cessez-le-feu. Elle a déclaré que l'heure n'était pas au cessez-le-feu, mais à la libération immédiate des otages israéliens capturés par le Hamas. La décision d'accueillir cette réunion s'inscrit dans le droit fil des efforts déployés récemment par Pékin pour renforcer ses alliances avec des pays non occidentaux. Des experts disent que l'objectif est de contrer les États-Unis et d'établir un nouvel ordre mondial avec la Chine en tête. On ne sait pas comment tout cela va finir. En plus de cela, les élections américaines approchent. Tout va très vite. On observe ça et on vous tient au courant. Merci Rémi. Très belle journée à tous. Merci Vladia. Et on l'avait évoqué en début d'édition. Aujourd'hui, c'est la Sainte Cécile. L'occasion de vous parler de cette sainte connue pour être la patronne de la musique sacrée et des musiciens. On raconte que son nom Cécile signifie le lys du ciel. Sainte Cécile est représentée ici dans l'œuvre de l'artiste baroque Guido Reni. Il a été peint en 1606, son aura est pure, son regard aspire sincèrement au ciel, donnant au public un sentiment de plénitude, de dignité et de sacralité. Les couleurs du tableau contrastent fortement, le fond noir adoucit le rouge de la robe, mettant en valeur la jeune femme à la peau blanche et créant une atmosphère empreinte de solennité. La légende raconte que Sainte Cécile parlait à un ange, qu'elle avait fait vœu de chasteté et qu'elle avait réussi à convaincre son mari de la laisser chaste et de se convertir au christianisme. Quand son mari a accepté de respecter son vœu, l'ange lui est apparu, renforçant ainsi sa confiance dans le divin. À son époque, les chrétiens étaient persécutés à Rome, son mari et son beau-frère ont été dénoncés et décapités. Cécile a été arrêtée peu de temps après et condamnée au supplice de l'eau bouillante, mais elle en est sortie indemne. Après l'échec de cette tentative, un préfet a ordonné au bourreau de lui trancher la tête sans succès. Cécile est ensuite restée agonisante, allongée et immobile dans la même position, le corps penché sur le côté droit, les mains jointes en prière, jusqu'à son départ vers les royaumes célestes. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.